messieurs, bonsoir. Le thème sur lequel nous allons nous focaliser en ce jour est la rotation terrestre. Alors, c'est un thème que vous avez déjà certainement entendu parler à l'école primaire, au secondaire et même à l'université pour des personnes qui ont poursuivi le cursus universitaire, soit dans le domaine de la géologie ou d'autres domaines qui sont en rapport avec ce thème. La rotation terrestre, c'est quoi? C'est lorsque la Terre tourne sur elle-même pendant 24 heures, présentant ainsi ses différentes faces au Soleil, ce qui a pour conséquence la succession des jours et des nuits. Alors, cette rotation terrestre fascine effectivement l'observateur qui effectivement essaie de porter une attention sur cette rotation terrestre qui effectivement cache effectivement des mystères. Alors, nous allons essayer de rentrer dans le monde passionnant de cette rotation terrestre. Et vous allez voir qu'il y a des vérités scientifiques qui peuvent effectivement sortir de cette rotation terrestre. Vous verrez qu'il y a des informations qu'on pourrait avoir à partir du phénomène de la rotation terrestre. Ce qu'il faudrait bien comprendre. Depuis des millénaires, la rotation de la Terre définit le rythme de la vie sur notre planète. Ce mouvement qui dure actuellement environ 24 heures dicte l'alternance du jour et de la nuit, influence les marées et façonne notre écosystème. Mais que se passerait-il si nous modifions cette rotation terrestre, si nous modifions effectivement la durée de cette rotation terrestre, passant d'une rotation terrestre dans notre univers qui se fait en 24 heures à une rotation terrestre qui durera 12 heures de temps, 6 heures de temps, 3 heures de temps, 1 heure de temps, 0 seconde. Et les différents impacts que cette rotation terrestre a sur la vie des êtres animés et des êtres non animés. Donc nous vous invitons à bien vous accrocher à votre smartphone, à votre ordinateur, à votre télévision, à tous les supports numériques qui pourraient effectivement permettre de pouvoir suivre dans ce documentaire. Il faut que vous vous préparez à un voyage scientifique et visionnaire où la nature rencontre l'ingénierie et où les lois fondamentales de notre planète sont repensées. Nous allons plonger ensemble dans cette exploration fascinante des limites du possible de cette rotation terrestre qui dure 24 heures effectivement dans notre univers et qui a de véritables impacts sur des impacts insoupçonnés sur la vie que nous vivons tous les jours. Je vous invite à suivre cette rotation terrestre et les conséquences qu'elle pourrait effectivement apporter, des conséquences qui étaient jusque-là, n'étaient pas trop à la portée de tout le monde, mais jusque-là, on va essayer de mettre ces conséquences et vous allez voir qu'on va avoir des informations que nous n'avons pas tous les jours, en agissant bien sûr sur la durée de cette rotation terrestre. Dans notre univers, la rotation terrestre fait 24 heures. Donc, nous vous invitons à vous immerger dans un monde fascinant de cette rotation terrestre. Et lorsque nous agissons sur la durée de cette rotation terrestre, vous allez voir vous-même que vous allez rentrer dans un monde et vous allez avoir des informations que jusque-là qui échappaient effectivement à l'attention de pas mal d'observateurs. Je vous invite à suivre tous les impacts de cette modification de la durée de la rotation terrestre sur la vie que nous vivons tous les jours. Ainsi donc, pour mieux comprendre l'impact de la modification de la durée de cette rotation terrestre sur la vie que nous vivons tous les jours, nous avons décidé d'aborder cette grande question de la rotation terrestre et de ses mystères en 10 étapes essentielles que je vais vous donner tout à l'heure. Alors, il faudrait bien comprendre. À la première étape, nous allons partir du principe de la mécanique quantique à l'existence des univers parallèles. Deuxième étape, des univers parallèles au voyage spatio-temporel. Troisième étape, comprendre et expliquer à partir de la rotation terrestre le phénomène de la pluie. Parce que lorsqu'il pleut, quelqu'un qui vit dans sa maison, lorsqu'il pleut,
très souvent, sursaute après 1 heure, 2 heures, 3 heures de pluie. Cette personne sursaute en tant que telle. Cette personne sursaute et se demande. Cette personne se dit que le temps est passé et elle n'a pas pu suivre les événements. On va décortiquer tout ça. La définition du temps, c'est quoi le temps? Le temps, en général, on dit c'est l'état de la climatologie. Le temps, c'est l'état qu'il fait. C'est l'état du temps, etc. Nous allons donner une définition beaucoup plus à même de mieux expliquer ce phénomène. Une définition du temps en astrophysique, définition du temps en domaine de la physique. C'est la définition. Le paradoxe du grand-père. En 5e étape, on va voir le paradoxe du grand-père. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 4e étape, c'est la définition du temps. Et en 5e étape, le paradoxe du grand-père. Quelqu'un qui va dans le passé, qui a la capacité à partir dans le passé, et qui va dans le passé étudier son grand-père. Quels sont les impacts que cela va impliquer sur la vie d'une personne, sur la vie des gens qui sont dans le présent. En 6e étape, donner des informations sur la relation qui existe entre le degré de rotation terrestre et le déroulement des événements sur Terre. La quantité d'événements en fonction du degré de rotation terrestre et la quantité d'événements qui se déroulent. En 7e étape, la rotation terrestre dans l'espace-temps hors gravité et la rotation terrestre dans l'espace-temps gravitationnel. Donner une approche, une notion sur le vent. Qu'est-ce que c'est que le vent? Et en dernière partie, donner un chemin pour élucider, un chemin qui donne des informations sur la fin du monde. Comment, à partir de notre univers, on peut savoir, avoir une idée sur la manière dont on pourrait éventuellement calculer la fin éventuellement du monde. Donc, je vous invite à suivre étape par étape tous les détails sur l'explication de la rotation terrestre et de ses mystères et de ce qu'elle implique dans l'hypothèse où nous agissons effectivement sur la durée de cette rotation terrestre. Dans notre univers, la rotation terrestre fait 24 heures, mais dans d'autres univers, par exemple, elle pourrait effectivement faire 12 heures de temps, 6 heures de temps, 1 heure de temps, 1 seconde et les impacts qu'elle pourrait donner sur la vie que nous vivons tous les jours. Alors, donc ici, nous allons partir sur la première étape, qui est l'étape de la mécanique quantique à l'existence des univers parallèles. Il faut comprendre ici que le principe de la mécanique quantique, c'est qu'une particule peut se retrouver à plusieurs endroits, signifiant qu'un objet peut se retrouver à plusieurs endroits, signifiant que si prenons la Terre, cette Terre peut se retrouver à plusieurs endroits. Cela y va effectivement de plusieurs univers, d'un univers qui peut se retrouver à plusieurs endroits. Voilà, donc il faut comprendre très bien. Nous partons du principe de la mécanique quantique qui dit qu'une particule peut se retrouver à plusieurs endroits, signifie également qu'un objet qui est l'association de plusieurs particules puisse aussi se retrouver à plusieurs endroits. Et si nous prenons une Terre qui est l'association des milliards de particules, on suppose que dans l'univers, dans le cosmos, des milliards de particules se sont aussi réunies aussi pour former aussi une Terre qui est une sorte de copie conforme à des degrés près, de la même Terre à partir de laquelle nous sommes. Si la Terre appartient à un univers, effectivement, donc il existe également aussi dans l'existence des univers qui se sont formés, qui tirent effectivement sur l'univers à partir duquel, et donc il doit exister beaucoup d'univers qui sont effectivement des copies conformes de notre univers. Donc d'où les notions de multivers. Il faut bien comprendre où nous sommes partis. D'où les notions essentielles de multivers. Donc le multivers, c'est l'ensemble de plusieurs univers. Et donc on a donc expliqué que selon le principe de la mécanique quantique, une particule qui existe peut se retrouver à plusieurs endroits. Signifiant qu'un objet qui existe également, qui est associé à cette particule, peut se retrouver à plusieurs endroits. Si nous prenons une Terre, ça signifie qu'une Terre aussi peut se retrouver à plusieurs endroits. Cela va effectivement d'un univers qui peut se retrouver à plusieurs endroits. D'où la notion de multivers, sur lesquels nous avons décidé effectivement de mettre du
d'utiliser ces principes pour vous apprêter à rentrer dans un monde fascinant de la rotation terrestre et de ses mystères. Alors, nous allons passer également à la deuxième étape des univers parallèles au voyage spatio-temporel. Alors, on avait vu que la première étape de la mécanique quantique à l'exemple des univers parallèles. Vous voyez, une particule se trouve ici, elle peut toujours à plusieurs endroits. Un objet se trouve ici, il peut se trouver à plusieurs endroits. Une terre se trouve ici, elle peut se trouver à plusieurs endroits. Un univers se trouve là, il peut se trouver aussi à plusieurs endroits. D'où les notions de multivers. Donc, des univers parallèles au voyage spatio-temporel. On parle d'univers parallèles, il faut comprendre que si, lors du principe de la mécanique quantique, on a la même quantique, on passe à des univers qui sont des univers qui tirent sur notre univers, qui sont des univers qui sont des copies conformes de l'univers dans lequel nous sommes. Il faut comprendre qu'on peut effectivement les appeler des univers parallèles où la vie aussi se passe là. Donc des univers parallèles au voyage spatio-temporel. Alors comment passer des univers parallèles au voyage spatio-temporel? C'est quoi un voyage spatial temporel? C'est quoi? C'est la capacité de quitter soit à partir du présent pour se rendre dans le passé, ou soit à partir du passé pour se rendre dans le présent, ou partir du présent pour se rendre dans le futur, ou quitter le futur pour se rendre dans le présent, ou quitter le présent pour se rendre dans le futur, ou quitter le passé pour aller dans le futur, etc. etc. Donc c'est ça qui constitue les voyages spatio-temporels. Voilà. Alors comment des univers parallèles on va arriver au voyage spatio-temporel? Ici, tout simplement, comme j'ai dit dès le départ, nous allons modifier la rotation terrestre, la durée de cette rotation terrestre. On va modifier la durée de cette rotation terrestre. Alors, lorsque nous avons une rotation terrestre dans notre univers, une rotation terrestre de 24 heures, les événements sur Terre se déroulent effectivement en 24 heures. Alors, notre gravité ici dans notre univers est de 9,8 newtons par kilogramme. Alors, si nous avons un univers théorique 2, j'ai dit qu'on va modifier la durée de la rotation terrestre. Un univers théorique 2, numéro 2, où là-bas, la rotation terrestre fait 12 heures de temps. C'est-à-dire que le jour fait 12 heures de temps. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire que les événements qui doivent se dérouler en 24 heures dans notre univers se déroulent dans cet univers 2-là en 12 heures de temps. Seulement en 12 heures de temps. À partir de minuit dans cet univers, son univers, le jour dure 12 heures de temps et qui se rend dans notre univers 1. Alors ici, il faut effectivement bien comprendre que cette personne va arriver dans l'univers 1 à midi. C'est-à-dire que la personne verra les événements se dérouler devant lui. Cette personne verra ces événements se dérouler devant elle. Elle verra tous ces événements se dérouler effectivement devant elle. Si on agit encore sur la durée de la rotation terrestre, si nous agissons effectivement sur la durée de la rotation terrestre, on avait une rotation terrestre dans notre univers de 24 heures, dans un univers de théorique, où la durée de la rotation fait 12 heures de temps. Et on a vu que les événements se déroulent en 12 heures de temps. Les événements du jour se déroulent en 12 heures de temps. On prend un troisième univers, théorique également, où la durée de la rotation terrestre fait 6 heures de temps. Donc, l'ensemble des événements du jour se déroulent en 6 heures de temps. Bien sûr, la gravité ne fait que dégringoler. L'intensité de la gravité dégringole. Quand on parle d'un univers où le jour dure 24 heures, un univers où le jour dure 12 heures, un univers où le jour dure 6 heures, on voit que l'intensité de la gravité diminue. Ce qui permet aux objets d'être beaucoup plus rapides. Dans un univers 4 théorique où le jour fait 3 heures de temps, l'ensemble des événements du jour, le jour se déroule en 3 heures. Donc si on quitte un univers où le jour fait 3 heures de temps, on arrive dans un univers où le jour fait 24 heures. C'est-à-dire on est en avance effectivement de plusieurs jours, de 3 à 4 jours sur l'univers où le jour fait 24 heures. Donc on a vu déjà les informations se passer puisque les informations sont déjà succédées. On a déjà vécu déjà ces informations dans l'univers 4 où le jour dure 3 heures de temps. On a déjà fini de vivre la journée là-bas. Donc on va dans un autre univers où le jour dure 24 heures. Les événements là-bas ne se sont pas encore produits. Voilà. Donc dans un univers où le jour dure par exemple 1 heure de temps, l'ensemble des événements du jour se déroulent en 1 heure de temps. Dans un univers où le jour, avec une gravité, l'intensité de la gravité qui ne fait que dégringoler. Dans un univers
où le jour dure, par exemple, 1 seconde, l'ensemble des événements du jour se déroule en une seule seconde. Vous imaginez, une seule seconde. Tout ce qui doit se dérouler dans notre univers, la quantité d'événements qui doivent se dérouler en 24 heures, se déroule dans toute univers en une seconde. Ça fait tellement vite, un peu proche de la vitesse de la lumière. Où en une seconde, tout ce que tu dois faire en une journée, on accélère les événements et les événements se déroulent en une seule seconde. Alors, si nous sommes dans une rotation terrestre, de proche en proche, si nous sommes dans une rotation terrestre où le jour dure 0 seconde, avant la naissance même du temps, les événements se sont déjà déroulés. Ou du 0 seconde. Avant la naissance du temps, les événements sont déjà déroulés. Là, ici, on aura une pesanteur. 0 seconde, c'est-à-dire la pesanteur ici s'annule. Elle ne s'annule pas totalement, mais elle s'annule. Elle s'annule un peu. Elle s'annule pas totalement, mais elle est de l'ordre de 0,00 quelque chose. Et jusque-là, on n'a pas encore atteint le point de Lagrange. Alors, ici, on aura une pesanteur G de 0 Newton par kilogramme. C'est-à-dire que on sera à une distance de 926 000 km en altitude depuis le centre de la Terre jusqu'à ce qu'on arrive à 926 000 km pour que les valeurs de G, la valeur de G avoisine les 0 Newton par kilogramme. De sorte à ce qu'on puisse carrément échapper à cette attractivité de la pesanteur. Cette pesanteur qui tire effectivement les objets vers elle. Qui tire les objets vers elle et qui empêche aux gens de se tuer. Alors, donc, à 926 000 km, pour une rotation terrestre dont la durée fait 0 seconde, les événements se déroulent en 0 seconde. Donc, les événements se font rapidement, tellement rapidement, et que si on va là-bas avec une horloge, on voit que dans un univers où le jour dure, dans un univers où le jour dure 24 heures, l'horloge tourne dans le sens effectivement des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite, alors que pour des valeurs et tous les événements se font à une vitesse qui est une vitesse acceptable et ce qui fait une vitesse qui est en deçà de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. Donc dans un univers où le jour dure 24 heures, dans un univers où le jour dure 12 heures de temps, dans un univers où le jour dure 6 heures de temps, dans un univers où le jour dure 3 heures de temps, dans un univers où le jour dure 1 heure de temps, avec les différentes implications qu'elle entraîne au niveau de chaque gravité, oui, et au niveau également de la vitesse de la lumière. Donc tout c'est pour un univers où le jour dure 24 heures, jusqu'à un univers où le jour dure 1 seconde. L'ensemble des événements du jour se déroule à une vitesse qui est en deçà de la vitesse de la lumière. Mais lorsque dans un univers où le jour dure 0 seconde, l'ensemble des événements du jour se déroule en 0 seconde, c'est-à-dire avant même que le temps ne vienne, ça fait tellement rapidement, on remonte un phénomène va effectivement se produire. On remonte ainsi le temps. Il faut qu'on remonte le temps. Si on va là-bas avec une horloge à fontaine de César, on remonte le temps pour une valeur de G qui est égale à 0 Newton par kilogramme. C'est-à-dire, les événements se font tellement vite, la pesanteur n'a pas d'impact significatif sur une personne qui est située à 926 000 km. On a fait le calcul, on voit que c'est à 926 000 km que la pesanteur de la Terre s'annule. Pas totalement bien, mais de manière abusive, on va dire qu'elle s'annule. À 926 000 km. Une fois que vous êtes à 926 000 km, la pesanteur s'annule. Donc G égale à 0. Alors, à ce stade-là, vous êtes dans le domaine de la vitesse de la lumière. Il faut comprendre. Vous avez une horloge. L'horloge se déplace dans le sens inverse. L'horloge se déplace dans le sens inverse et commence à tourner dans le sens inverse. Parce que là, ici, vous avez remonté le temps.
Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter le temps concrètement? Il faut partir à 926 000 km à partir de cette théorie, à partir de laquelle nous sommes partis, en agissant bien sûr sur les différentes durées de la rotation terrestre, de proche en proche, une rotation terrestre de 24 heures, une rotation terrestre de 12 heures, une rotation terrestre de 6 heures, une rotation terrestre de 3 heures, une rotation terrestre d'une heure, une rotation terrestre de 1 seconde, une rotation terrestre de 0 seconde. À partir de 0 seconde, toutes les autres rotations terrestres se font à une vitesse qui se fait en deçà de la vitesse de la lumière. Mais à partir de 0 seconde, un phénomène essentiel va se produire. C'est que la rotation terrestre se fait tellement rapidement que les événements au-dessus, effectivement, se font tellement rapidement également entre elles. Et ça signifie qu'à un moment donné, on remonte le temps. On remonte le temps. Si on va là avec une horloge à fontaine de césium, on va voir ici que l'horloge va changer de sens. Une horloge naturelle tourne dans ce sens comme ça. Alors vous allez voir que l'horloge va tourner comme ça même. Va tourner comme ça. Si l'horloge tourne dans le sens inverse d'une horloge normale et qu'elle fait un tour comme ça veut signifier qu'on a remonté le temps de un jour. Si elle tourne dans le sens comme ça, qu'elle fait 2 tours, ça veut dire qu'on a remonté le temps de 2 jours. Donc ici, concrètement, pour rechercher un trou noir, c'est en astrophysique qu'il faut comprendre ici. Un trou noir, c'est lorsqu'il y a une rotation terrestre qui s'est arrêtée là-bas. Ça signifie que le temps là-bas s'est arrêté. Oui. Et donc, c'est un astre, la Terre, qui a désorbité et qui donne effectivement le trou noir, l'espace vide. Parce que la Terre est en orbite, dans l'espace-temps gravitationnel, elle est en orbite. Lorsqu'elle désorbite, elle donne ce qu'on appelle un trou noir où le temps s'arrête. Autour d'un trou noir, le temps s'arrête. Voilà, effectivement, c'est pour bien comprendre. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour remonter le temps, il faut partir à 926 000 km, comme nous l'avons déduit de cette théorie, être effectivement avoir une gravité égale à 0 Newton par kilogramme, voyager à une vitesse supérieure à celle de la lumière, identifier avant tout un trou noir, connaître les différentes étapes, connaître les différentes parties d'un trou noir, l'horizon des événements, la singularité. Au niveau de l'horizon des événements, les particules là-bas sont éjectées à la vitesse de la lumière. Donc il faut traverser l'horizon des événements et entrer également dans la singularité du trou noir. Ouais, le trou noir, il y a une singularité et il y a une partie autour du trou noir. Ça s'appelle l'horizon des événements. Donc traverser l'horizon des événements où les objets sont éjectés là-bas à la vitesse de la lumière. Une fois qu'on l'a traversé, on émerge dans un autre temps, dans un autre lieu de notre propre univers, ayant bien sûr transcendé l'un des premiers principes de la relativité. Tu ne voyageras pas plus vite que la lumière. Rien ne peut se déplacer dans le monde plus vite que la lumière. La vitesse de la lumière, c'est tout de même 300 000 km par seconde. Vous imaginez 300 000 km par seconde. Ça, c'est le domaine ondulatoire. Les ondes électromagnétiques qu'on utilise pour les transmissions en télécommunication utilisent les ondes électromagnétiques. C'est le domaine ondulatoire. Ça fait effectivement utilise la vitesse de la lumière pour transmettre effectivement l'information sous toutes ses formes, qu'elles soient sonores, en images, en texte, etc. etc. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, il faut partir à 925 000 km en altitude, échapper à la gravité, identifier un trou noir, avoir une gravité de 0 Newton par kilomètre, identifier un trou noir, voyager à une vitesse qui est supérieure à celle de la lumière, traverser l'horizon des événements, et on tombe dans la singularité, et on remonte sur le temps, partir avec une horloge à fontaine de césium. Cette horloge à fontaine de césium va changer également d'essence pour des conditions aussi extrêmes. Pour une rotation terrestre de 0 seconde, les événements se font tellement rapidement qu'on remonte ainsi le temps pour se retrouver dans un temps
antérieure à l'époque dans laquelle nous sommes. Donc on va imaginer dans un temps de notre propre univers, ayant bien sûr transcendé l'un des premiers principes. Tu vas voyager, on va dépasser la vitesse de la lumière. On va dépasser 300 000 km par seconde. C'est tellement rapide. Et c'est ça que nous devons atteindre pour remonter plus vite. La troisième étape, le phénomène de la pluie. Une rotation terrestre avec pluie, une rotation terrestre sans pluie. Et quel impact sur l'observateur. En période de pluie, très souvent, du fait de l'immobilisme des gens, les gens ne se déplacent pas. Donc, après 2 heures, 3 heures, 4 heures de pluie, par exemple, les gens sont parfois très étonnés de ce que 4 heures de temps se sont écoulées et qu'ils n'ont pas pu effectivement faire quelque chose. Donc, ils sont stupéfaits, ils sont très étonnés de ce que le temps est passé après ces 4 heures alors qu'eux n'ont pas pu faire quelque chose. C'est ça, effectivement, qui est le phénomène de la pluie. On va donc expliquer ici pourquoi les gens sont étonnés et pourquoi le temps est passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, si la pluie a lieu entre 14h et 18h et que vous êtes scotché à la maison, vous êtes chez vous à la maison, la pluie a lieu entre 14h et 18h et que vous êtes couché à la maison, et qu'à 18h vous êtes étonné, vous plaignez, le temps est déjà passé. Ce que vous devez comprendre et que vous ne devez plus vous plaindre, c'est que la rotation de la Terre s'est poursuivie entre 14h et 18h. La rotation de la Terre est continue, donc continue, entraînant avec elle l'écoulement du temps et l'écoulement des événements. Ce qui fait que la personne sursaute, c'est que la personne n'a pas vu le temps passer parce que la personne n'était pas en mouvement. Mais ce que la personne doit comprendre ici, c'est que la rotation terrestre de la Terre s'est poursuivie entre 14h et 18h, entraînant avec elle le déroulement des événements et l'écoulement aussi du temps. Le temps aussi s'est écoulé aussi entre 14h et 18h. Donc, quand la personne après une pluie, il ne faut plus être spectaculaire, il ne faut plus être étonné de ce que le temps est passé. Il faut plutôt se mettre en tête que la rotation de la Terre s'est poursuivie entre 14h et 18h. Hop, entre 14h et 18h, tu étais dans la maison, la pluie était à son haut niveau et tu étais à la maison, tu étais assis quelque part. Et 4 heures de temps après, tu demandes l'heure à quelqu'un. La pluie commence à 14h, toi tu demandes l'heure à quelqu'un à 18h. À 18h, on te donne l'heure à 18h. On te dit 18h, tu dis mais déjà il fait nuit. Puisque à 14h, il faisait jour et qu'il a commencé à pleuvoir, on était là, dedans, un coup comme ça, il est déjà 18h. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que la rotation terrestre s'est poursuivie. Donc tu ne dois plus être étonné. Donc entraînant avec cette rotation-là, le déroulement des événements et aussi l'écoulement du temps, dit que le temps s'est écoulé. Voilà, donc lorsque la Terre fait 5 degrés de rotation terrestre, elle entraîne en même temps une quantité d'événements qui se déroulent et elle entraîne en même temps aussi une quantité de temps aussi qui s'écoule. Donc si elle fait par exemple lors d'une rotation terrestre par exemple de 180 degrés, elle entraîne en même temps avec elle aussi une quantité d'événements du jour qui est déjà stocké, quantité d'événements du jour déjà stocké qui aussi se déroule aussi. À peu près la moitié des événements, en fonction de la concentration des événements sur la Terre, en fonction de la moitié des événements, suit évidemment les 180 degrés de rotation. Et le temps aussi s'écoule aussi. À partir de 14 heures où la pluie commence, quelqu'un qui attire à la maison où la pluie commence à 14 heures et qui reste dans une maison, et à partir de 18 heures, il s'assoit. Quand il demande l'heure à quelqu'un, on lui dit il est 18 heures et puis il commence à se plaindre, il est étonné. Le temps est déjà passé. Il faut dire à cette personne que la rotation de la Terre, elle s'est poursuivie. Elle n'est pas restée statique. Nous ne sommes pas dans le cas d'un trou noir où le temps s'arrête. Le temps s'écoule avec la rotation terrestre. Donc 14 et 18 heures, la Terre a présenté encore ses autres faces au soleil. Pendant ce temps, toi tu étais à la maison. Voilà. C'est ce qui crée ce détournement. Et ce qui fait que les gens sont étonnés. Donc maintenant, il ne faut plus être étonné. Si tu t'en vas quelque part, par exemple à midi, que la pluie fait par exemple 8 heures de temps par exemple, et que tu es dans la maison, tu ne descends pas. Et à partir de quelques temps, tu demandes par exemple, il est quelle heure, on dit il est minuit, et tu n'as pas vu le temps passer. Il faut savoir que la rotation terrestre, elle n'est pas fonction du fait que tu sois à la maison. Elle se poursuit, entraînant avec elle les événements et également aussi l'écoulement du temps. Donc la rotation terrestre est partie, le temps aussi suit.
qu'il avait dit. Donc il ne faut plus jamais être étonné après une pluie de ce que le temps est passé. La définition du temps. C'est quoi le temps? Dans une définition simple, le temps, c'est l'état de la climatologie. Il fait chaud, il fait froid, etc. etc. Mais en astrophysique, et puis dans le domaine de la physique, plus ou moins en astrophysique, la définition du temps est un peu perçue un peu comme un mystère. Comment définir le temps? Donner une définition du temps qui va être certainement peut-être beaucoup plus à même de mieux expliquer le phénomène du temps. Alors, nous avons vu que lors d'une rotation terrestre, on a vu que dans une rotation terrestre, la Terre entraîne en même temps avec elle le déroulement des événements sur la Terre et l'écoulement du temps. Ainsi donc, dans une rotation terrestre qui est lente, les événements sur Terre se font lentement. On est parti effectivement ici d'un principe, on a pris cette définition à partir d'un trou noir. Le trou noir, c'est un trou, le trou noir, c'est lorsque la rotation terrestre s'arrête, nous sommes effectivement dans le caractéristique d'un trou noir. Ça signifie que la Terre ne présente plus ses faces au Soleil. Le temps s'arrête. Si dans un trou noir, si la rotation terrestre s'arrête, par exemple à 17h, le temps s'arrête là-bas à 17h. Donc dans un trou noir, le temps là-bas s'arrête à 17h. Si la rotation terrestre se poursuit, le déroulement des événements aussi se poursuit. Si la rotation terrestre, ainsi donc, si la rotation terrestre est lente, le déroulement des événements sur Terre se fait lentement. Si la rotation terrestre est rapide, le déroulement des événements sur Terre se fait rapidement. Et il a un impact effectivement sur le temps. Si la rotation terrestre venait à s'arrêter, les événements également s'arrêtent. D'où le lien essentiel entre la rotation de la Terre et le déroulement des événements. Une liaison, un lien entre les deux. De cela, à partir du trou noir qui donne des caractéristiques où les temps s'arrêtent, parce qu'un trou noir c'est un endroit où l'orbite terrestre, où l'astre, où la Terre a désorbité. Donc le temps s'arrête parce que la Terre n'est plus là pour présenter ses faces. Elle s'arrête, entraînant, elle arrête également aussi le temps. Si dans un trou noir, si la rotation terrestre s'est arrêtée à 17h, le temps là-bas s'arrête à 17h. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc, il existe un lien dans un univers où la rotation terrestre se fait en 24 heures, l'ensemble des événements du jour se font également aussi en 24 heures. Dans un univers où le jour dure 12 heures, l'ensemble des événements du jour se fait en 12 heures de temps. Donc, il existe un lien entre la vitesse de rotation terrestre et le déroulement des événements. Donc, dans une rotation terrestre qui est rapide, qui est accélérée, les événements se déroulent rapidement. Dans une rotation terrestre qui est lente, les événements se déroulent lentement. Dans une rotation terrestre qui s'est arrêtée, les événements sont arrêtés. C'est le cas évidemment d'un trou noir. Donc, d'où le lien fondamental entre la rotation terrestre et le déroulement des événements. Donc, il y a un lien qui existe entre les deux. Donc, le temps ici, c'est la relation qui existe entre la rotation terrestre et le déroulement des événements. Voici une définition du temps qu'on pourrait tirer à partir de l'explication de cette théorie. Donc, le temps, ce qu'il faut retenir, c'est la relation qui existe entre la rotation terrestre et le déroulement des événements. Donc, se rappeler que pour une rotation terrestre qui est rapide, les événements sur Terre se déroulent rapidement. Dans une rotation terrestre qui est lente, les événements sur Terre se déroulent lentement. Dans une rotation terrestre qui s'est arrêtée, les événements s'arrêtent aussi. Donc, on ressort de cette théorie, de cette analyse, une définition beaucoup plus à même de mieux expliquer le phénomène du temps. C'est quoi le temps? C'est donc la relation qui existe entre la rotation terrestre et le déroulement des événements. À la définition qu'on pourrait retenir, qu'on pourrait proposer à la communauté scientifique et aux astrophysiciens.
sur le temps. Le paradoxe du grand-père, la capacité à repartir dans le passé. On avait dit dans l'étape 2 de l'existence des univers parallèles au voyage spatio-temporel. De ces univers parallèles au voyage spatio-temporel. On avait effectivement agi sur la durée de la rotation terrestre jusqu'à ce qu'on ait un univers où le jeu dure 0 seconde et les implications scientifiques qu'elle implique. La gravité égale à 0 Newton. Ici, on commence à se déplacer à une vitesse qui est très proche de la vitesse de la lumière, voire une vitesse qui est supérieure. On identifie un trou noir à 925 000 km en altitude. On traverse l'horizon des événements de ce trou noir et on émerge. On tombe dans cette singularité et on se retrouve dans un autre lieu et dans un autre temps de notre propre univers. Bien sûr, après avoir transcendé l'un des premiers principes de la gravité, tu ne vas pas voyager plus vite que la lumière. Donc il faut traverser l'horizon des événements où les objets sont éjectés à la vitesse de la lumière. Donc traverser signifie passer à une vitesse qui est supérieure à celle de la lumière et on rentre effectivement ici dans la singularité et on a capacité à remonter effectivement le temps. Donc ici, le paradoxe du grand-père c'est quoi? Je vais dans le passé et je tue mon grand-père, sachant que les événements ce sont les questions de cause et d'effet qui donnent naissance aux événements. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que cela implique? Ici, il faut toujours se référer au principe de la rotation terrestre. Alors, lors de la première rotation terrestre, il y a une émission d'une carte. Lors de la deuxième rotation terrestre, il y a une émission d'une deuxième carte. Donc, si nous avons en une année 365 rotations terrestres, signifiant qu'il y a 365 cartes terrestres qui se succèdent les unes par rapport aux autres. Mais les cartes se succèdent à la vitesse de la lumière. C'est que l'observateur ne puisse pas savoir que ce sont des cartes qui se mettent chaque fois à jour. Ce sont des mises à jour de cartes. Nous sommes trop petits pour pouvoir. Nous sommes trop petits, minuscules sur cette terre dans laquelle nous sommes pour pouvoir capter effectivement ce phénomène. Donc, lors de la première rotation terrestre, il y a l'émission de la première carte. Deuxième rotation terrestre, émission de la deuxième carte. C'est ce qui permet, c'est un peu comme le domaine des images. Après une image, une session de plusieurs images commence à donner une vidéo. C'est le même principe aussi ici. La session de plusieurs cartes commence à donner quelque chose. Donc, s'il y a 365 cartes pour une année, correspondant à 365 rotations. 365 rotations pour 365 cartes qui se succèdent les unes par rapport aux autres et qui donnent naissance à la vie. Ce qui permet d'exister dans le domaine de l'astrophysique. Voilà. Donc, le paradoxe du grand-père. Si je vais dans le passé, vous comprenez qu'il y a chaque fois il y a des mises à jour. La mise à jour d'aujourd'hui, demain une mise à jour, après une mise à jour. Après, donc les cartes se succèdent les unes aux autres. C'est un peu comme le principe des images, où il y a plusieurs images pour donner une vidéo. Donc, on ne fait que succéder les images et les images donnent des vidéos. Ici, les cartes se succèdent en fin de chaque rotation. Les cartes se succèdent les unes par rapport aux autres à la vitesse de la lumière. Déjà, c'est que l'observateur qui est là voit le monde se dérouler sous ses yeux. Effectivement, c'est un monde qui est effectivement animé, mais c'est pour comprendre que le principe ici, c'est comme le même déroulement des images. L'émission de la première carte, l'émission de la deuxième carte, tout ça se fait effectivement à la vitesse de la lumière. Ça fait tellement vite. La succession des cartes se fait tellement vite, 4, 1, 4, 2, 4, 3, jusqu'à ce qu'en une année, il y ait toute la succession des cartes. Et chaque carte correspond à une mise à jour. Oui. Donc, si je vais dans le passé, je suis présent dans le dernier jour de la dernière rotation. Donc je quitte le présent et je retourne dans le passé. Ça signifie que je quitte la dernière carte et je viens maintenant dans le passé. Et je viens pour tuer mon grand-père. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Les choses fonctionnent sur la circuit. Les causes donnent naissance aux conséquences. Donc si je viens dans le passé, la cause qui a donné naissance à la conséquence qui a permis à ce qu'il y ait toute la postérité du grand-père par exemple. Si je vais dans le passé et que je tue mon grand-père, la cause qui me donne naissance, cette cause n'est plus. Alors il faut comprendre qu'un événement est la conséquence d'une cause. Et donc comment se fait-il qu'il y ait un événement sans cause? Donc il va se faire un balayage. Donc les descendants du grand-père, une bonne partie de ces descendants va effectivement disparaître. Et comme le balayage se fait depuis la rotation qui concerne le grand-père, le père avant la conception effectivement de mon père, si je même le tue avant la conception, donc ça signifie ici que ma présence dans cet univers
n'a pas lieu en tant que tel. Mais, puisque j'existe dans cet univers, et que je quitte moi-même d'abord cet univers, je quitte le dernier jour, c'est-à-dire la dernière rotation, et que je me rends dans la rotation où je tue mon grand-père avant la possession de mon père. Donc, ça signifie que les causes, les événements sont les résultats des causes. Donc, ce sont les causes qui donnent naissance. L'événement est une conséquence d'une cause. Donc, comment se fait-il que l'événement en question existe, mais la cause qui lui a donné naissance, elle a disparu? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici en réalité? Si je vais dans le passé, ça signifie que je suis dans la dernière rotation terrestre. Je suis au travail, je suis dans la dernière rotation terrestre. Je me transpose. Physiquement, je quitte la première. Parce que c'est une succession de cartes. Donc, à la 3, par exemple, c'est une succession de cartes. Donc, je quitte à la dernière carte et je viens jusqu'à comme ça. C'est comme ça, les cartes se succèdent. Une carte comme ça, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, jusqu'à ce qu'on arrive là. Je tue mon grand-père. Si je le tue là, le balayage va se faire. Le balayage se fait jusqu'à ce qu'on arrive au dernier jour. Mais comme moi, je ne suis pas présent, le dernier jour de la rotation terrestre, je ne suis pas présent là-bas. Donc, quand le balayage va se faire, le balayage ne va pas me trouver. Donc, si je tue mon grand-père avant la conception je tue mon grand-père avant la conception de mon père, je reste seul en tant que tel. Je reste seul. Parce que lors du balayage, le balayage ne va pas trouver, le balayage ne va pas me trouver, parce que le balayage va se faire rotation par rotation. S'il y a 365 rotations, le balayage va se faire d'abord par la première rotation. Donc on va essayer d'éliminer la descendance. Après la deuxième rotation, la troisième rotation, la quatrième rotation, on élimine 4 par 4 jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Mais quand on voit à la dernière carte, j'étais là-bas, mais je ne suis plus là-bas, je me suis déplacé pour venir jusqu'à là. Par exemple, si on a tué mon grand-père à la 17e rotation, par exemple. Donc quand je quitte la dernière rotation, ou ça c'est bon, je vais prendre un exemple, on a pris 31 rotation qui correspond à la dernière des rotations là-bas. Donc si je quitte la 35e rotation et que je reviens dans la 17e rotation là-bas, oui, donc le balayage s'est fait rotation par rotation. Rotation 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que la rotation 1 à la rotation 17, je ne suis pas concerné parce qu'on a tué le grand-père à la 17e rotation. Oui. Donc à partir de la 17e rotation jusqu'à ce qu'on monte, le balayage s'est fait rotation par rotation jusqu'à ce que ça se fait 4 par 4 jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière carte. À partir de la dernière carte, puisque moi je me suis déplacé, j'ai quitté là-bas, je suis venu à la 17e rotation. Donc quand le balayage s'est fait, ça va supprimer toutes les conséquences et les causes des effets ainsi de suite. Un effet, une conséquence primaire, conséquence secondaire, conséquence tertiaire, conséquence etc. Toutes les autres conséquences jusqu'aux conséquences, ça va tout supprimer. Parce que les causes qui donnent naissance aux événements, la cause principale là, elle n'existe plus. Donc l'événement ne peut pas exister. Donc si je me mets dans le passé, que je tue mon grand-père, ça signifie que tout simplement ici, je reste seul. Je resterai seul dans ce présent qui correspond à la 17e rotation et je resterai seul là-bas. Voilà, donc dans le présent, ceux qui sont à la 35e rotation, ils verront des changements se produire. Si la descendance du grand-père, par exemple, c'est un exemple, la descendance par exemple du grand-père a construit des maisons, acheté des voitures, tout ce qu'ils ont fait, vous allez voir qu'il y aura un balayage. Mais quand ce balayage va arriver sur moi, compte tenu que moi, je ne suis plus présent là-bas, et je suis plus présent à la 365e rotation, je suis plus présent là-bas. Donc moi, ça va me toucher. Mais ça va toucher toutes les autres personnes autour de moi. Si moi j'ai une femme et que j'ai des enfants, si moi j'ai une femme qui a des enfants, eux, ça ne va pas les toucher. Parce que moi, c'est pas moi, ça doit d'abord passer et puis eux les atteignent. Alors que moi, je ne suis plus là-bas. Donc vous allez voir que dans cet univers-là, c'est moi et puis ma descendance seulement qui allons exister dans cet univers. Moi et puis mes enfants, alors que ça signifie que moi et mes enfants seulement qui allons exister. Il y aura un balayage pour supprimer les voitures, les véhicules, les maisons que cette descendance aurait pu faire et supprimer toutes leurs actions et toutes les conséquences primaires, secondaires, etc. de leurs actions. S'ils ont construit par exemple une maison, vous allez voir que la maison va disparaître pour ceux qui sont dans le présent. J'ai parti dans le passé pour aller modifier ce passé-là. Comme moi, je ne suis plus là-bas. Quand le balayage s'est fait rotation par rotation, le balayage s'est fait 4 par 4. Jusqu'à ce que le balayage commence depuis la 17e carte, jusqu'à ce qu'on arrive à 365 où moi j'ai quitté pour venir
C'est ça pourquoi j'ai quitté la 364 pour pouvoir descendre. Le bagage se fait conséquence par conséquence. Donc la cause qui doit donner naissance à mes enfants, c'est moi. Donc quand le bagage s'est fait, le bagage doit finir d'abord sur moi, d'abord, et puis supprimer ma descendance. Comme moi je ne suis pas là, elle se bloque à moi. Donc si moi je suis présent à la 17e rotation, qui correspond à la 17e carte, donc mon grand-père, les esprits, ceux qui vont rester dans cet univers-là, c'est moi, et puis ma descendance. Moi, ma femme, et puis mes enfants. Tous les autres membres de la famille, eux ne vont plus exister. La relation entre le degré de rotation terrestre et le déroulement des événements. Ce qu'il faut retenir pour la relation entre le degré de rotation terrestre et le déroulement des événements. Il faut comprendre que pour une rotation terrestre de 5 degrés, elle entraîne avec elle une quantité d'événements qui effectivement se déroulent. Donc une rotation terrestre de 10 degrés, elle entraîne une quantité d'événements qui se déroulent. Donc les événements sont stockés à 100%. Donc quand la rotation terrestre fait 1 degré, elle entraîne en même temps un pourcentage de degrés, elle entraîne en même temps un écoulement événement des événements les événements sont déjà stockés. Voilà. Donc la relation entre le degré de rotation terrestre et le déroulement des événements. Donc pour une rotation terrestre, par exemple, de 5 degrés, elle entraîne un écoulement d'une quantité d'événements qui est déjà stocké là, la quantité d'événements qui suit. Lorsque la rotation terrestre se fait, une rotation terrestre de 10 degrés, de 50 degrés, de 180 degrés, cela correspond à la moitié, voire à la moitié des événements du jour qui s'écoule. Lorsque la rotation terrestre fait 360 degrés, la totalité des événements du jour s'est déjà déroulé. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que dans notre univers où le jour dure 24 heures, en 24 heures, l'ensemble des événements du jour se déroule en 24 heures. Un univers où le jour dure 12 heures, l'ensemble des événements du jour se déroule en 12 heures. Un univers où le jour dure 6 heures, l'ensemble des événements du jour se déroule en 6 heures. Un univers où le jour dure 1 heure de temps, l'ensemble des événements du jour. Un univers où le jour dure 1 seconde par exemple, l'ensemble des événements du jour là-bas se déroule en 1 seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui a déjà existé déjà. Donc dans d'autres univers, ce sont des univers beaucoup plus accélérés que le nôtre. La vie s'est déjà déroulée là-bas. Ce que nous vivons ici a été déjà accéléré là-bas déjà. C'est un peu comme le principe d'un film. 3 personnes sont regarder le même film à des vitesses de déroulement différentes. Celui qui regarde le premier film, il regarde ça à une vitesse qui est moins accélérée que la. Ça signifie que tous ceux qui regardent le film à des vitesses beaucoup plus accélérées que la première personne qui regarde le film vont voir le film se dérouler plus vite. Mais ça va être du même film. Voilà. Si le même film a été fait de sorte qu'il a été accéléré de sorte qu'il dure 30 minutes et que le film normal fait 4 heures de temps, donc celui qui regarde le film de 4 heures là, en 30 minutes, c'est il faut que les images ont été accélérées. C'est pratiquement la même chose aussi. C'est une question d'accélération. Voilà. Donc la vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie qui a déjà existé. Donc dans d'autres univers là-bas, je parle de l'existence des univers parallèles. Dans d'autres univers là-bas, la vie s'est déjà déroulée. La vie s'est déjà déroulée dans les autres univers. Oui, qui sont des univers accélérés par rapport à d'autres univers. Ou des univers où le jour fait par exemple 1 seconde, ou le jour fait par exemple 2 secondes. Donc les événements là-bas du jour se sont déjà déroulés là-bas. Donc nous, notre univers est en retard sur ces univers-là. Donc nous, notre univers, c'était un univers avec les caractéristiques suivantes. La durée du jour fait 24 heures. La pesanteur, c'est de 9,8 newtons par kilogramme. Nous nous déplaçons à une vitesse qui est en deçà de la vitesse de la lumière. Mais dans d'autres univers, un univers, par exemple, le jour dure par exemple 1 heure de temps. La gravité n'est pas la même que dans un univers où le jour dure. Nous avons une gravité qui petit à petit se rapproche de zéro. Donc ce sont des univers qui sont beaucoup plus accélérés. Donc on pourrait supposer qu'il existerait dans ces univers-là des personnes là-bas qui sont là pour poser des questions sur l'existence de la vie. Sommes-nous seuls dans l'univers? Comme ils sont beaucoup plus accélérés, ils sont beaucoup plus avancés, ils peuvent trouver là-bas des technologies pour venir dans notre univers. Venir par exemple nous espionner. Parce qu'eux ils sont en avance sur l'univers dans lequel eux ils sont là-bas. Voilà. Donc
Donc c'est ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie dans laquelle on vit a déjà existé dans d'autres univers là-bas. Donc nous, on est dans un univers dont le jour dure 24 heures. Dans un univers où le jour dure, par exemple, 1 heure de temps, ou 1 seconde, l'ensemble des événements du jour s'est déroulé là-bas déjà. Donc ils ont peut-être que la vie même s'est déjà terminée. Donc voici un peu les informations sur ça. 7e étape, la rotation terrestre dans l'espace-temps hors gravité et la rotation terrestre dans l'espace-temps gravitationnel. Donc on a vu que pour des valeurs de g égale à 0 secondes, on a vu que pour une distance Terre jusqu'à 926 000 km en altitude, on a vu que si on voyage à une vitesse qui est supérieure à la vitesse de la lumière pour une rotation terrestre de 0 secondes et qu'on traverse l'horizon des événements d'un trou noir, on émerge ici dans un autre lieu, dans un autre temps de notre propre univers. Et c'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, la rotation terrestre dans l'espace-temps hors gravité et les impacts effectivement qu'elle implique au niveau de la rotation dans l'espace-temps gravitationnel. Dans l'espace-temps gravitationnel, les événements se déroulent en deçà de la vitesse de la lumière, tel que l'univers dans lequel nous sommes, où le jour dure 24 heures par exemple. Donc ici, on se déplace normalement. La gravité existe dans ce temps, la gravité existe dans cet univers, et la gravité crée effectivement la matière. La gravité crée la matière, la gravité existe, et la gravité crée effectivement la matière. Puisque si nous sommes dans une rotation terrestre dans l'espace gravitationnel, il faut comprendre là-bas que la rotation se fait en deçà de la vitesse de la lumière. Donc on subit beaucoup l'intensité de la pesanteur. Alors que dans l'espace-temps hors gravité, en dehors de la courbure de l'espace-temps, là-bas, les événements se déroulent à une vitesse qui est supérieure à la vitesse de la lumière. Dans l'espace-temps hors gravité, les événements là-bas se déroulent à la vitesse de la lumière. Dans une rotation terrestre dans l'espace-temps hors gravité, les événements là-bas se déroulent à la vitesse de la lumière. Donc c'est le domaine ondulatoire, le domaine des ondes électromagnétiques. Donc là-bas, des choses se déroulent très vite. Et dans une rotation terrestre dans l'espace-temps gravitationnel, on n'est pas dans le domaine ondulatoire, on est dans le domaine de la gravité. Et cette gravité crée effectivement la matière. C'est la gravité qui crée la matière qui permet aux hommes de se déplacer. Alors que dans l'espace-temps hors gravité, la matière ne peut pas exister parce que les gens se déplacent à une vitesse de plus de 300 000 km par seconde. Là-bas, les choses se font rapidement. La rotation de la Terre se fait rapidement. Donc les gens se déplacent à une vitesse qui est probablement proche de la vitesse de la lumière. Là-bas, dans l'espace hors gravité, si tu veux te rendre en France, à l'instant même, en esprit, tu es en France. Si tu veux te rendre aux États-Unis, à l'instant même, tu te retrouves là-bas. Alors que dans l'espace-temps gravitationnel, tu ne peux pas dire que tu vas te rendre à un instant T dans tel point aussi facilement à des vitesses plus rapides. La chair qui est sur l'homme ne va pas supporter. Donc dans l'espace-temps gravitationnel, on se déplace à une vitesse qui est en deçà de la vitesse de la lumière. Donc lors d'une rotation dans l'espace-temps gravitationnel, on est lourd, on est sur le poids de la gravité. Ce poids de la gravité. Une gravité qui est de 9,8. Alors que pour un espace-temps hors gravité, en dehors de la courbure de l'espace-temps, là-bas, on se déplace à la vitesse de la lumière. Donc la chair ne peut pas exister. Si on se déplace très vite. Donc la gravité, c'est la gravité qui crée la matière. Et c'est la gravité qui est à l'origine, effectivement, du temps dans lequel on est. Déroulement des événements dans le champ de pesanteur. Là-bas, déroulement dans l'espace hors gravité, déroulement des événements dans un champ hors gravitationnel. Signifiant que là-bas, les informations se déroulent là-bas à la vitesse de la lumière. Pour des valeurs de G qui sont effectivement de 0 newton par kilogramme, alors que dans le temps gravitationnel, les informations et les événements là-bas se déroulent à une vitesse en deçà de la vitesse de la lumière, très en deçà, alors que dans l'espace hors gravité, les événements se déroulent à la vitesse de la lumière. Là-bas, nous sommes dans le domaine ondulatoire, c'est pour le domaine des ondes électromagnétiques. Voilà, si tu veux te rendre à New York dans l'espace hors gravité, à l'instant même tu es à New York. Mais dans l'espace gravitationnel, on est sous l'effet de la pesanteur qui exerce une attention sur nous. C'est cette pesanteur qui crée la matière. Dans l'espace hors gravité, la matière n'existe pas.
Elle n'existe pas, elle ne peut pas exister parce que les choses se font trop vite là-bas, dans l'espace-temps gravitationnel. La matière existe et c'est la gravité qui crée la matière, c'est la gravité également qui crée le temps. Le déroulement des événements dans le champ des pesanteurs terrestres est à l'origine de la question du temps. Dans l'espace-temps hors gravité, la Terre, le temps n'existe pas là-bas. Il n'existe pas, le temps n'existe pas tout simplement parce que là-bas, il n'y a pas de... Le temps n'existe pas là-bas tout simplement parce qu'il n'y a pas de gravité. Il n'y a pas de gravité là-bas. Tout se déplace là-bas à la vitesse de la lumière. La chair sur laquelle nous avons ici ne peut pas exister dans un domaine ondulatoire. Ne peut pas exister à plus de 926 000 km en altitude. Là, on n'est plus dans le domaine de l'espace-temps. On n'est plus dans le domaine de l'espace gravitationnel. Donc, ce qu'il faut comprendre, le rayon de 926 000 km, c'est la courbure de l'espace-temps qui définit le temps. La gravité crée la matière. La gravité est à l'origine de la création du temps. Dans l'espace-temps hors gravité, la gravité là-bas n'existe pas. Donc, le temps là-bas aussi n'existe pas. Parce que là-bas, les événements se déroulent là-bas à la vitesse évidemment de la lumière. Donc, la chair ne peut pas résister dans un environnement qui est celui-là. Le vent, qu'est-ce que c'est? Ayant observé l'espace-temps, ayant observé les courbures de l'espace-temps, ou les dimensions de l'espace-temps, et des pressions qui s'exercent sur les dimensions de l'espace-temps, nous pouvons proposer quelque chose sur la définition du vent. Le vent peut être perçu comme étant un balancement de l'espace-temps, ce qui entraîne sa flexibilité. Le vent est un balancement de l'espace-temps. Sous l'effet des pressions, telles que les torsions, les courbures, les balancements de l'espace, tout ça influence les dimensions de l'espace-temps qui produit effectivement le vent. Donc le vent est un balancement de l'espace-temps. La concentration des activités économiques en fonction des zones éclairées et leur impact, en fonction des zones éclairées et des zones non éclairées lors de la rotation terrestre. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, ainsi donc, entre 0 et 6 heures, entre 0 et 6 heures, 15% des activités se réalisent entre 0 et 6 heures. Le jour dure 24 heures. Nous allons partager le jour en 3 parties. La première partie, c'est entre 0 et 6 heures, correspond à la nuit. La deuxième partie, c'est entre 18 heures et 24 heures, qui correspond également à la nuit. Et la dernière partie, c'est entre 6 heures et 18 heures, qui correspond au jour. Alors, lorsqu'il est entre 0 et 6 heures, 15% des activités économiques sont réalisées dans le monde entier lors de la rotation terrestre, dans une zone qui est non éclairée. Entre 18 heures et 24 heures, 10% des activités se réalisent. Donc au total, entre 0 et 6 heures et 18 heures et 24 heures, se déroulent 25% des activités de l'humanité. Des activités terrestres se déroulent. 25% des activités se déroulent. Parce qu'il faut comprendre aussi que le monde aussi animal aussi bouge. Oui, voilà. Et intervient aussi. Donc entre 0 et 6 heures et 18 heures et 24 heures pendant la nuit. Parce que la rotation terrestre entraîne l'association des jours et des nuits. Donc les zones éclairées, les zones qui sont éclairées dans le jour, les zones éclairées dans le jour, entre 6 heures et 18 heures, 75% des activités sur la Terre se réalisent entre 6 heures et 18 heures, c'est-à-dire pendant le jour, c'est-à-dire les zones éclairées et les zones non éclairées. Donc, voici ce qu'on pourrait dire un peu sur la concentration des activités économiques en fonction des zones éclairées et des zones non éclairées. Donc, les zones, ce qu'il faut retenir, les zones non éclairées. Pour les zones non éclairées, c'est entre 0 et 6 heures et 18 heures et 24 heures qui concentrent à elles seules pour le jour, puisque le jour dure 24 heures. Concentrent à eux seuls 25% des activités terrestres. Entre 6 heures et 18 heures, la partie est éclairée, correspond à 75% des activités. Donc les deux font 100%. Étape 9. Pour donner plus d'éclaircissement sur la concentration des activités économiques en fonction des zones éclairées et des zones non éclairées et de l'impact. Pour mieux comprendre ça,
nous allons apporter comme additif l'étape 9, qui est l'impact entre le degré de rotation terrestre et les activités sur les 5 continents par rapport aux zones éclairées et non éclairées lors de la rotation terrestre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le jour dure 24 heures. Dans le jour, il y a une égalité entre le jour et la nuit. Le jour dure 12 heures, la nuit dure 12 heures. Ainsi donc, dans un jour de 24 heures, il y a 12 heures qui correspondent à la nuit et 12 heures qui correspondent au jour. Ainsi donc, pendant une rotation terrestre de 90 degrés au début du jour, à une heure qui est entre 0 et 6 heures, seulement que 15% des activités du jour se réalisent entre 0 et 6 heures pour une rotation terrestre de 90 degrés au début du jour. 15% des activités se réalisent entre 0 et 6 heures, essentiellement en Europe, en Asie, en Amérique et en Océanie. Pendant une rotation terrestre de 180 degrés, entre 6 heures et 18 heures qui correspond à une période qui correspond au jour lors de la rotation terrestre, 75% des activités terrestres se réalisent entre 6 heures et 18 heures, qui correspond à 180 degrés de rotation terrestre. Alors, donc, il faut se rappeler que entre 0 et 6 heures, on avait 90 degrés de rotation terrestre qui correspondait à 15% des activités du jour qui se réalisaient, essentiellement dans les zones l'Europe, l'Amérique et puis l'Asie. Entre 6 heures et 18 heures, pour une rotation terrestre de 180 degrés, qui fait au total, en plus de la rotation de 90 degrés, 270 degrés de rotation, correspond ici pour 180 degrés essentiellement. 75% des activités du jour se réalisent, 75% des activités du jour se réalisent entre 6 heures et 18 heures sur la planète, signifiant que dans les zones comme l'Europe, l'Amérique et puis l'Asie, un certain pourcentage en Afrique et dans d'autres zones effectivement du monde. Une forte concentration de près de 95% des activités qui est située qui se réalisent en Europe, en Amérique et puis en Asie. En Afrique, avec un pourcentage qui se réalise également aussi en Afrique et dans certaines zones effectivement du globe. Pendant une rotation terrestre de 90 degrés qui correspond à la dernière rotation terrestre, parce que les deux premières rotations terrestres ont fait 90 degrés plus 180 degrés, qui eux seuls totalisent 90% des activités du globe. Entre 18h et 24h qui correspondent effectivement à la nuit, 90% correspond à 90% entre 18h et 24h qui correspondent effectivement à 90% de degrés de rotation. 10% des activités du globe se réalisent entre 18h et 24h. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Entre 0 et 6 heures, qui sont les périodes du jour où il fait noir, et 18 heures et 24 heures, au total se réalisent 15% et 10% des activités du globe, essentiellement en Asie, en Europe et en Amérique. Entre 6 heures et 18 heures, qui correspondent à 180 degrés de rotation terrestre, se réalisent 75% des activités, ce qui fait au total 100% des activités qui se réalisent entre 0 et 24 heures, c'est-à-dire entre 0 et 6 heures. Il fait noir, il fait nuit. Entre 18 heures et 24 heures, il fait nuit, qui correspond à 10% des activités. Entre 0 et 6 heures, qui correspond à 5% des activités. Donc, quand il fait nuit, c'est 12 heures de nuit, 12 heures de jour dans le jour. Donc, ainsi, donc, pour un jour de 24 heures, 0 et 6 heures, 15% des activités, et 18 heures et 24 heures, 10% des activités, et entre 6 heures et 18 heures, 75% des activités du globe se réalisent à cette période. C'est-à-dire entre 0 et 6 heures pour des rotations de 180 degrés
pour les rotations de 90 degrés entre 0 et 6 heures, pour les rotations de 90 degrés entre 18 heures et 24 heures. Donc au total, en ce qui concerne le degré de rotation terrestre, pour une rotation terrestre de 90 degrés, 15% des activités du jour se réalisent. Pour une rotation terrestre de 180 degrés qui suit, c'est-à-dire on est à 270 degrés, 75% des activités suivent. Et pour une rotation terrestre de 90 degrés qui s'ensuit, 360 degrés de rotation terrestre, ce qui équivaut à 100%. Mais pour les 90% de rotation terrestre, c'est vrai qu'entre 18 heures et 24 heures, 10% des activités se réalisent. Donc au total, pour la nuit, entre 0 et 6 heures et 18 heures et puis 24 heures, 25% des activités du jour se réalisent la nuit. Et pour entre 6 heures et 18 heures, 75% des activités du jour se réalisent entre 6 heures et 18 heures. Donc c'était le lien entre le degré de rotation terrestre et le déroulement le degré de rotation terrestre et le pourcentage des activités réalisées, que ce soit le jour ou que ce soit dans la nuit. En dernière étape, une piste à explorer, notamment pour les calculs sur la fin du monde. Alors ici, on observe d'abord, on prend d'abord un trou noir et on va observer d'abord le trou noir. Le trou noir, c'est lors d'une rotation terrestre qui a désorbité. Donc la Terre a désorbité, la Terre a quitté son orbite. La Terre n'est plus effectivement d'orbite. Donc c'est ce qui crée effectivement le trou noir en tant que tel. Alors nous allons observer le trou noir en profondeur et venir aux origines du trou noir. Quand est-ce qu'a commencé la première rotation terrestre dans un trou noir? La vitesse de rotation, combien de rotations terrestres se sont produites dans un trou noir? Si dans un trou noir, il s'est produit par exemple 15 000 rotations terrestres et que la Terre là-bas a effectué sa rotation terrestre avec une certaine vitesse, donc pour une certaine vitesse en ce qui concerne la rotation terrestre qui correspond à une date, on va la date à partir de laquelle la rotation terrestre a commencé et la vitesse à partir de laquelle elle s'est déroulée pendant tout le processus du trou noir. Donc dans un trou noir qui a duré par exemple 15 000 ans, la vitesse de rotation de la Terre était par exemple de 300 000 km par seconde là-bas. Donc on vient de notre univers ici, on regarde la vitesse de rotation de la Terre, on fait des règles de 3, on multiplie ça par la durée du temps de vie du trou noir et divisé effectivement par la vitesse, qui nous donne une idée sur la durée effectivement de notre trou noir. Une piste qu'on pourrait éventuellement suivre pour pouvoir avoir une idée sur le nombre de rotations terrestres qui doivent avoir dans l'univers dans lequel nous sommes et le nombre de rotations terrestres qui doivent se faire pour la suite effectivement des choses. Donc il reste à la Terre combien de rotations terrestres qui doivent se produire. Donc comme j'ai dit, on a d'abord observé un trou noir d'abord. On a vu la vitesse de la rotation terrestre à l'intérieur d'un trou noir. Et combien de temps ça fait, la durée combien de rotation terrestre ça a donné. Donc on vient de notre univers, on regarde la vitesse de rotation de la Terre et on fait le calcul une règle de 3, on multiplie par la durée on multiplie la vitesse de rotation terrestre de notre univers multipliée par la durée des rotations terrestres multipliée par la durée de la vie d'un trou noir divisé par la vitesse de rotation terrestre moyenne de ce trou noir. Ça nous donne une durée et ça nous donne une durée sur le nombre de rotations terrestres que nous devons avoir, qu'il nous reste à pouvoir observer dans l'univers dans lequel nous sommes. On a une idée sur le nombre de rotations terrestres qui doivent exister dans notre nombre de rotations terrestres qui doivent se produire pour qu'on en arrive à la fin de notre univers. Pour que nous aussi on devienne certainement peut-être pas un trou noir comme ça, par exemple. Pour que notre univers devienne un trou noir où le temps va s'arrêter, mais le nombre de rotations terrestres qui doivent se produire pour qu'on arrive à un trou noir, c'est cette piste que je propose au travers de ça, à partir de la vitesse de rotation de la Terre depuis les origines de ce trou noir et le nombre de rotations terrestres
qui s'en est suivi, on fait une sorte de règle de 3 par rapport à partir de la vitesse de rotation de la Terre, où on parle de la vitesse de rotation de la Terre, et fait le calcul, la règle des 3 entre ça, et on divise, on a une idée de la rotation terrestre. On a une idée de la somme de rotation terrestre qui doit se produire dans le futur de notre univers. Je vous remercie. En conclusion, on dira, la vie avance, résolument tournée vers l'avenir. La rotation de la Terre dans notre univers se poursuit, entraînant avec elle le déroulement des événements et l'écoulement du temps. Alors que dans un trou noir, le temps s'est arrêté avec l'arrêt de sa dernière rotation et les événements ne peuvent plus se poursuivre. Il appartient à tout un chacun d'utiliser à son avantage le temps qu'il fait et le temps qu'il reste à bon escient. Merci.